Alors, on va à présent entrer dans le vif du sujet. Et pour introduire nos échanges, on va faire un focus sur les données prospectives issues du rapport Pisani-Ferry, qui a été cité tout à l'heure, les incidences économiques pour le climat. On va faire ce focus avec sa rapporteure, Selma Mahfouz, inspectrice générale des finances, qui va me rejoindre. Je vous en prie, prenez un micro. Bonjour Selma Mahfouz. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on a intitulé la séquence « Création, destruction, réallocation d'emplois ». Que sait-on aujourd'hui des enjeux emploi de la transition écologique ? C'est un exercice, le moins qu'on puisse dire, qui est particulièrement complexe. Oui, c'est une question complexe parce que ces enjeux de l'effet sur l'emploi, sur le marché du travail, de la transition vers une économie bas carbone, ils sont différents selon la question qu'on se pose, le niveau d'analyse qu'on retient, la focale à laquelle on s'intéresse. Au niveau global, au niveau macroéconomique, la question qu'on va se poser, c'est quel effet sur le nombre total d'emplois. Est-ce que ça fait des créations, des destructions d'emplois au total en France ? Mais très vite, au niveau sectoriel, on va se demander quel secteur gagne, quel secteur perd, est-ce qu'il y a des secteurs perdants du fait de réallocation ? Et puis très vite aussi, on va se dire, mais il faut descendre au niveau infrasectoriel, parce que c'est pas entre secteurs seulement que ça se passe, c'est au sein de l'industrie. Il y a des réallocations entre industries, au sein du secteur de l'énergie, entre renouvelables et non renouvelables. Dans l'industrie, il faut même descendre au sein de l'industrie automobile, entre des constructeurs de véhicules électriques et de véhicules thermiques. Donc, et dans chaque secteur, au sein de l'agriculture, au sein de chaque secteur, c'est infrasectoriel. Donc là, déjà, on voit bien qu'on descend à un niveau d'analyse où on va avoir des réflexions et des modes de réflexion très différents de l'analyse macroéconomique. Et puis ensuite, c'est bien de raisonner sur les nombres d'emplois, mais en fait, la question, c'est des compétences, les métiers. Au sein même d'un micro-secteur de la rénovation des bâtiments, les compétences vont devoir évoluer. Donc même cette grille infrasectorielle n'est pas adaptée, il faut descendre encore plus fin. Comme Gilles de Margerie l'a dit en introduction, il faut regarder au niveau régional, parce que on a l'expérience de la mondialisation qui, au niveau macroéconomique, est une histoire heureuse, plus de pouvoir d'achat parce que les prix baissent. Donc normalement, des créations nettes d'emplois, tout va bien. Et au niveau local, des drames parce qu'il y a des bassins d'emploi qui disparaissent et que les gens ne sont pas mobiles et que les qualifications. Ce qui pose aussi la question de la vitesse à laquelle on va faire ces réallocations, donc l'horizon de temps auquel on s'intéresse. Si on regarde à 2030, à 2050, on va pas raconter la même histoire sur les effets sur le marché du travail, parce qu'on peut espérer qu'à l'horizon 2050, une partie de ces adaptations se seront faites à l'horizon 2030, et surtout si on fait les choses très vite. Donc il y a une question de rythme des réallocations. Et puis, pour compliquer encore un peu la question des enjeux sur l'emploi, il faut regarder au niveau international parce que la France n'est pas seule dans le monde. Il y a des sujets de compétitivité. L'emploi, notamment l'emploi industriel, il dépend beaucoup de notre compétitivité. Selon ce que font les autres pays en matière de transition écologique, selon les instruments qu'ils utilisent pour faire cette transition, qui sont pas forcément les mêmes que ceux que l'Europe a choisis, notamment en ce qui concerne les États-Unis. On va avoir des pertes de compétitivité. Il y a des enjeux de souveraineté énergétique, il y a de réindustrialisation qui se greffent à tout ça. Donc, une question difficile. Alors, le rapport thématique associé au rapport dont vous avez parlé sur le marché du travail, qui a été coordonné par la DARES, Michael Oran et Carole Hensken, a essayé d'aborder ces différentes dimensions. Mais c'est vraiment ce qui est nécessaire. Il faut coupler des approches macro-sectorielles, c'est ce qui va être fait tout à l'heure, avec des approches beaucoup plus micro-monographique et se focaliser sur un secteur comme vous le faites aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une très très bonne chose parce que c'est vraiment ce genre d'analyse croisée, macro, statistique, très sectorielle, très terrain qui est nécessaire pour essayer d'anticiper ces enjeux. Si l'on regarde sur le temps long, au regard des évolutions énergétiques passées, précédentes, qu'est-ce qui caractérise la transition écologique actuelle? Alors, ce qu'on sait, c'est là que... Voilà, super. Ce qu'on sait, c'est que la transition vers une économie bas carbone,
c'est une transformation économique majeure qui a l'ampleur des révolutions industrielles du passé, mais qui est 2 fois plus rapide. Pour aller vite, ce que vous voyez ici, c'est l'offre énergétique mondiale de 1800 à 2050. Donc 2050 dans un scénario où on va vers la neutralité carbone en 2050. Et vous avez la transformation de l'offre énergétique. Donc en vert, c'est la biomasse, en noir, c'est le charbon, en gris, le pétrole. Ensuite, vous avez le gaz en marron. Et puis tout à fait à droite, en jaune, le solaire. Hein, c'est en vert, l'éolien. Et ce qu'on voit ici, c'est que les révolutions industrielles du passé, elles se sont accompagnées d'une transition énergétique. On est passé de la biomasse au charbon à la première révolution industrielle, ensuite aux hydrocarbures. Mais ça s'est fait en général sur une 50aine d'années. La pente de la décroissance des énergies successives, elle est parfois assez forte, mais quand même beaucoup plus progressive. Or, ce que vous voyez tout à fait à droite, là, dans le rectangle que j'ai ajouté, c'est qu'on va faire cette transition, si on veut tenir nos objectifs 2030, beaucoup plus rapidement, 2 fois plus vite que dans les transitions précédentes. La pente est beaucoup plus verticale. Hein, les énergies fossiles doivent décroître puisqu'on veut sortir des énergies fossiles pour réduire nos émissions. La transition écologique concerne l'ensemble des secteurs aujourd'hui, mais avec des ampleurs assez variables d'un secteur à l'autre. Alors, effectivement, à l'horizon 2030, c'est un peu l'horizon, je pense, auquel on va s'intéresser aujourd'hui. L'objectif de réduction de nos émissions, cohérent avec les accords de Paris et avec nos engagements européens, c'est une réduction des émissions d'à peu près 150 millions de tonnes, à peu près, d'ici 2030. Donc, c'est beaucoup hein, par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Et 150 millions de tonnes, ça peut pas être seulement le fait de l'industrie ou du secteur producteur d'énergie. À ce niveau de réduction des émissions, c'est obligé de concerner tous les secteurs. Et comme on est relativement avancé dans la décarbonation de l'industrie et du secteur de production d'énergie, ça va concerner, et qu'en revanche, le secteur des transports, par exemple, c'est très peu décarboné pour l'instant. Les émissions du secteur des transports ont très peu baissé. L'effort à réaliser va être important dans les secteurs de l'usage des bâtiments, notamment, et des transports, ce qu'on voit ici. Donc, c'est effectivement un effort qui concerne tous les secteurs à l'horizon 2030. Alors, il y a un point très important qui est souligné dans le rapport, c'est le niveau des investissements à fournir pour atteindre les objectifs de décarbonation. Oui, alors ça, c'est vraiment c'est un point qui a attiré l'attention, mais c'est un point très important. Dans le travail qu'on a fait, on a essayé de mettre en évidence les mécanismes économiques sous-jacents à cette transition vers la neutralité carbone. Et à l'horizon 2030, notamment, le principal mécanisme, ça va être d'investir pour remplacer les énergies fossiles par du capital. Alors ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça, mais très concrètement, ça veut dire que pour sortir des énergies fossiles, il faut construire des éoliennes, il faut construire des centrales solaires, mais il faut aussi rénover des bâtiments, il faut remplacer des chaudières au fioul par des pompes à chaleur, il faut remplacer des véhicules thermiques par des véhicules électriques, et tout ça, au sens large, c'est de l'investissement. Donc c'est de l'investissement. Alors dans le rapport de Jean Pisani-Ferry, on s'est attaché à chiffrer ces besoins d'investissement liés à ce qu'il faut faire pour réduire nos émissions de 150 millions de tonnes à l'horizon 2030. Et on l'a fait de façon très concrète en regardant pour réduire de X millions de tonnes, une cinquantaine de millions de tonnes, les émissions dans le secteur des transports ou du bâtiment, qui est cohérent avec nos objectifs globaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les principaux outils, les principaux leviers, c'est de remplacer des chaudières au fioul par des pompes à chaleur qui sont plus chères. Et combien ça coûte ce surcroît d'investissement, ce surcoût? On l'a chiffré, il y a 3 millions de chaudières au fioul, ça fait à peu près 3 milliards par an d'ici 2030. Et comme ça, un peu ligne à ligne, de façon très concrète et granulaire, pour avoir une estimation du surcroît d'investissement nécessaire à l'atteinte de ces objectifs en 2030. Et on arrive effectivement à un chiffre le chiffre qui a été retenu, c'est 66 milliards. Bon, c'est 60 à 70 milliards, hein, on n'est pas à une précision milliard près. Donc à peu près 2 points de PIB à l'horizon 2030 par an. C'est beaucoup. C'est pas non plus 10 points de PIB. Enfin, on a déjà fait des efforts considérables, mais c'est beaucoup. Et ces investissements, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'ils ont un caractère un peu particulier par rapport à des investissements habituels. D'habitude, on investit pour augmenter les capacités de production
ou bien pour améliorer la productivité du travail, du capital, c'est-à-dire produire moins cher et donc vendre plus, avoir des avantages compétitifs sur les concurrents, etc. Et donc, d'une certaine façon, en investissant, on est collectivement plus riche. C'est-à-dire que, or là, c'est pas le cas. On investit simplement pour consommer moins d'énergie fossile. Mais quand on remplace une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, ça produit essentiellement le même service de chauffage. Simplement, ça coûte plus cher pour l'instant. Oui, ça ne génère pas forcément de recettes équivalentes. Donc, il s'agit bien d'investissements à financer par des moyens dédiés. Tout à fait. Quelle est la corrélation actuelle, Selma Mahfouz, entre les secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre et les volumes d'emploi? Alors, effectivement, c'est intéressant de regarder déjà dans une vision étroite, même si, comme je l'ai dit et comme je vais le redire, cette vision étroite, elle est trop étroite par rapport à une compréhension des enjeux sur l'emploi, mais de regarder la part de l'emploi qui contribue directement aux émissions. Et cette part, elle est relativement faible parce que les industries fortement émettrices de gaz à effet de serre, elles sont très fortement concentrées. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, issu du rapport thématique dont j'ai parlé. 80% des émissions, donc vous avez les émissions, les secteurs sont classés par leur part dans les émissions, par leur part dans les émissions et leur part dans l'emploi. Et donc, 80% des émissions sont le fait de secteurs qui représentent tous ensemble 10% de l'emploi. Donc l'effet direct des secteurs émetteurs sur l'emploi, enfin l'importance directe des secteurs très émetteurs sur l'emploi, elle est faible. Dans le scénario bas carbone, quels sont les effets sur l'emploi, sur le volume d'emploi, cette fois-ci par secteur? Mais comme je l'ai dit au début, cette vision étroite de se limiter seulement au secteur très émetteur, elle est tout à fait insuffisante, parce qu'on voit bien que les effets sur l'emploi de la transition, ils vont pas seulement concerner la chimie, la métallurgie, les secteurs très émetteurs, ils vont aussi concerner le secteur du bâtiment potentiellement, et je vais y revenir, l'industrie automobile, qui doit changer, pas seulement décarboner sa production, mais décarboner les biens qu'il produit, et donc avec des impacts en termes d'emploi considérables. Et donc il faut regarder, ça va concerner des secteurs dont les intrants sont très carbonés, des secteurs aval de secteurs impactés. Donc l'impact global sur l'emploi est beaucoup plus important que cette vision étroite que j'ai présentée. Alors pour estimer cet impact global, ce qui est souvent fait, c'est de recourir à des modèles macro-sectoriels qui regardent finalement le surcroît d'investissement nécessaire dont j'ai parlé, ces 2 points de PIB. Alors c'est 60 à 70 milliards, ils sont beaucoup dans le bâtiment. Il y a à peu près 48 milliards sur ces 65 milliards qui sont dans le bâtiment. Donc c'est des investissements supplémentaires. Donc dans des modèles macro-sectoriels, les investissements supplémentaires, ça fait de l'emploi en plus, parce que ça fait de la demande en plus, ça fait du PIB en plus, si on sait les financer, j'y reviendrai. Et donc ça fait de l'emploi en plus, c'est ce qu'on voit ici. On a, par rapport à un scénario de référence dans lequel on ne ferait pas cette transition bas carbone, mais on crée quand même de l'emploi déjà dans ce scénario de référence, on aurait en plus, par exemple, 5,8% d'emplois en plus dans le secteur de la construction des activités immobilières, 0,4% en plus, à peu près 120 000 dans le secteur des services, qui est moins impacté globalement, mais qui est gros, donc ça fait beaucoup d'emplois. Donc on a des emplois supplémentaires. Mais cette vision, elle suppose que tous ces investissements dont j'ai parlé, ils se financent sans problème, en fait. Or, une des questions qui se pose, et le débat qui a lieu actuellement en France suite au rapport Pisani, montre bien que le financement de ce surcroît d'investissement, il est loin d'aller de soi. Il est loin d'aller de soi parce que, comme j'ai dit, c'est des investissements un peu particuliers qui, alors, ils vont permettre de faire des économies d'énergie potentiellement après, donc être rentables, mais certains sont pas du tout rentables à court terme ou vont être rentables sur une très longue période, et il faut néanmoins les financer. Alors, évidemment, ce financement, c'est 60 à 70 milliards.
Il y a un débat sur quelle part est privée, quelle part est publique. Nous, on a dit moitié-moitié, mais ça fait débat. Il y a un débat ensuite dans la part publique sur comment on finance cette part publique, par redéploiement des dépenses, par réduction des dépenses fiscales brunes, par augmentation de la dette, par nouveaux prélèvements obligatoires, etc. Tout ça fait énormément de débat. Et ce débat montre bien que ce financement ne va pas de soi. Donc dans ces modèles macro-sectoriels dans lesquels on suppose que l'investissement se finance et génère des emplois, c'est un peu supposé que même au niveau macro-financier, tout se passe bien, ce qui est loin d'être évident. Si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ces financements d'investissement, ils vont se faire au détriment d'autres investissements et d'autres investissements productifs. Et dans ce cas-là, on risque d'avoir un effet négatif sur la productivité parce qu'on va moins investir dans des investissements qui augmentent la productivité du travail et donc un effet négatif sur l'emploi. Donc même cet effet macro-sectoriel qui peut sembler positif, il est loin d'être acquis. Aujourd'hui, l'une des principales difficultés pour atteindre ces objectifs ambitieux, c'est le niveau très élevé de tension de recrutement dans un certain nombre de métiers, et notamment dans le bâtiment. Donc on a vu qu'au niveau macro, les effets emploi positifs dépendaient de notre capacité à financer les investissements requis, qui est loin d'être évidente. Alors à nouveau, ça résiste. Mais alors au niveau micro, et j'ai dit d'emblée qu'il fallait regarder ces questions avec différentes grilles d'analyse. Au niveau micro, ça va supposer des réallocations entre secteurs, entre métiers, qui sont des processus longs. Les expériences qu'on a, les études qui ont été faites sur les réallocations d'emploi après des plans sociaux montrent que une partie des gens licenciés dans le cadre d'un plan social ne retrouvent pas un emploi rapidement, voire plusieurs années après, n'ont toujours pas retrouvé d'emploi durable. Donc c'est des processus qui s'accompagnent de chômage. Il y a une concentration territoriale des emplois qui sont concernés qui peut être très forte, ce qui peut rendre au niveau micro cette transition encore plus compliquée. Il y a l'insertion dans l'échelle de valeur, les effets sur les sous-traitants, notamment dans l'industrie et le transport. Et puis, il y a le fait que les métiers les plus concernés par cette transition sont souvent déjà en tension. C'est ce que vous voyez ici. Ici, on a les 15 métiers dont la part dans l'emploi va être potentiellement le plus augmentée par la transition. Donc, c'est les 15 métiers qui bénéficient le plus d'une transition vers la neutralité carbone. J'ai mis des étoiles pour ceux qui sont dans le secteur du bâtiment. Je réalise que tout ça est peut-être un peu petit. Mais ce que vous voyez, ce que montre ce tableau, c'est que tous ces métiers sont en tension. L'indicateur de tension, la première colonne, elle est à 5, c'est le maximum. Donc ils sont tous en tension, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés de recrutement, c'est l'indicateur de tension de la DARES qui est pluridimensionnel, mais ils sont déjà c'est déjà des métiers en tension. Et quand on regarde les facteurs de ces tensions, et évidemment, il faut les regarder pour comprendre. Ça veut dire qu'ils vont devoir recruter plus, or ils ont déjà du mal à recruter en 2019. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à recruter? Ça dépend un peu des métiers. Si je prends la toute dernière colonne, pour un certain nombre de ces métiers, il y a des inadéquations géographiques, donc il y a des déséquilibres. Les gens ne sont pas là où il y a de la demande, pour dire les choses très, très directement. Mais il y a aussi un lien très étroit entre la formation et l'emploi. Donc il y a des métiers pour lesquels il faut vraiment que les gens soient formés à ce métier. Or, donc ça appelle des besoins de formation, de compétences. Ça permet d'anticiper. Donc il y a des actions très différentes selon que c'est des problèmes d'adéquation géographique ou de lien formation-emploi. Mais donc cette grille d'analyse permet de voir un petit peu comment, au niveau micro, il va falloir travailler différemment selon les métiers sur les facteurs. Il y a des facteurs d'attractivité des métiers. Parfois, c'est les conditions de travail qui sont peu attractives. Et c'est vraiment spécifique à chaque métier, dans chaque secteur, à un niveau très fin. Merci. Alors, on me précise, France Stratégie, que ce graphique est effectivement un petit peu petit, est accessible en ligne sur le site de France Stratégie, donc vous pourrez le retrouver dans le détail. Il est dans le rapport thématique dont j'ai parlé aussi. Et également. Merci beaucoup, Selma Mahfouz, pour cette entrée en matière. Merci.